Bonjour, je suis Michel Rousseau, l'un des porte-parole de l'association Tous Migrants à Briançon, dans Briançonnais. On nous a proposé un petit topo en développant 3 axes. Donc je vais vous donner l'essentiel sur ces 3 axes. Donc le premier, c'est sur la question de la mobilisation, comment elle s'opère, sa genèse. Le deuxième, c'est sur les aspects, les atteintes aux droits. Et le troisième, c'est les perspectives. En préliminaire, on a développé tous ces points dans un document qu'on actualise régulièrement et dont l'origine, c'est le SOS qu'on a lancé aux ONG il y a exactement 1 an, sous forme d'appel au secours. Et donc, ce qui faisait un état des lieux, qui argumentait un peu, qui présentait la situation, qui argumentait ce qui se passait et notre perspective pour que ça ne soit pas seulement un SOS désespéré, mais justement que les ONG se disent tiens, là il y a quelque chose qui bouge et qui mérite qu'on s'y intéresse. Donc on actualise régulièrement ce document et c'est actuellement en cours, donc si ça vous intéresse, vous pouvez nous écrire à tousmigrants@gmail.com et on sera un plaisir de vous donner ce document de référence. Donc voilà. Donc je vais justement, comme ce document existe, je vais me limiter à l'essentiel. Et puis ça permettra aussi au débat qu'on puisse aller plus loin dans le cadre du débat et dans nos échanges entre témoignages. Alors sur la question de la mobilisation de sa genèse, pour résumer les choses, on pourrait dire que en fait c'est un territoire qui se mobilise. C'est pas seulement, c'est l'ensemble des composants d'un territoire, social, politique, etc., qui se mobilisent. Même si, évidemment, il y a toujours une minorité de gens qui sont très actifs, mais la majorité, elle est passivement en soutien. Elle n'est pas passivement en retrait, elle est passivement en soutien. Un exemple, quelqu'un me disait que c'était vous qui étiez en vacances à Névache. Oui, voilà. Et il y avait de la documentation pro-migrants dans les petits commerces dans un village de 330 habitants. Névache, par exemple, c'est 330 habitants. C'est 30 personnes très investies et seulement peut-être 2 ou 3 délateurs. Et les 300, les 300, ils sont passivement complices. Vous voyez, ça donne un ordre. C'est vraiment un territoire qui se mobilise. Et parmi les originalités, c'est qu'on a là, et contrairement justement à d'autres endroits où c'est beaucoup plus dur à cause de ça, on a un relatif soutien des élus locaux, en tout cas d'une majorité d'entre elles, de sorte que, par exemple, la mairie de Briançon a mis un local à notre disposition pour l'accueil d'urgence, et la communauté de communes de Briançon, qui doit faire, je ne sais pas combien, ça représente 22 000 habitants, 14 communes, a également mis le principal local qui sert pour l'accueil d'urgence, en théorie 15 places, en réalité une centaine. Donc elle se mouille, même si... Donc ça c'est très important par rapport à la légitimité sur le territoire du combat qui est mené, de l'action qui est menée. Un autre exemple de cette mobilisation du territoire, c'est aussi une différence par rapport à ce qui se passe dans la vallée de la Roya. Donc le territoire briançonnais, c'est la zone d'Europe de montagne la plus peuplée. Et donc on a un hôpital, on a un véritable hôpital, même si on se bat sans arrêt pour le garder dans son intégralité, qu'on a déjà perdu un certain nombre de choses, mais bon, il y a un hôpital, et l'hôpital joue le jeu. Ils accueillent tous les jours, il y a des migrants qui sont soignés à l'hôpital, et y compris pour des soins très lourds, des cancers, des choses, des gens vont rester plusieurs mois. Donc il y a une mobilisation de ce point de vue-là qui dépasse largement quelques bénévoles plus convaincus. Un autre exemple, c'est la paroisse. Ça, c'est vrai aussi bien à Gap qu'à Briançon. Donc là, en ce moment, où il y a tout cet été, où il y a énormément de monde, 700 personnes accueillies au moins sur le mois de juillet, la paroisse nous prête un local quasiment tous les jours pour la paroisse de... Quelle paroisse? De Briançon. De quelle église? C'est catholique. Mais bon, ça serait... Bon, voilà. C'était important. Ok. D'une certaine manière, le secours en montagne aussi, on a un dispositif de secours en montagne qui alterne et qui mobilise les CRS et les gendarmes. Donc nous, on n'a pas que la version baston, matraque de la police, et on a aussi le versant secours en montagne, donc c'est un gros paradoxe. Donc c'est très intéressant, on travaille beaucoup là-dessus, et voilà. De toute façon, si tous les gendarmes et policiers qui sont en charge de surveiller la frontière
voulait empêcher les gens de passer, personne ne passerait. Alors, je rappelle qu'on accueillit, enfin voilà, on en est à plus de 5000 personnes sur 12 mois. Là, hein, et 700 sur le mois de juillet, plus de 700. Donc il y a une certaine, il y en a pas mal qui ferment les yeux. Autre particularité, évidemment, on est sur la zone frontière, et donc il y a le développement aussi de mobilisation citoyenne sur le versant italien, ou les versants italiens de la frontière. On pourra y revenir, et là aussi, il y a un certain nombre d'acteurs qui se mobilisent au niveau institutionnel, ce qui fait que, même si c'est beaucoup plus dur, parce que le contexte politique a changé en Italie, mais voilà, donc c'est une dynamique de mobilisation d'un territoire. Donc voilà pour le premier point. Sur la question des atteintes aux droits, mais comme Maëva nous l'avait prédit il y a un an, c'est vrai que ce qui se passe dans la Roya, et ben avec un an de décalage, c'est ce qui se passe chez nous. Bon, simplement, ça impacte plus de monde parce que, voilà, je vous ai dit que notre territoire était beaucoup plus peuplé. Donc, effectivement, il y a beaucoup plus de bénévoles qui sont poursuivis ou qui vont l'être. Nous, on est quand même, je sais pas, au moins une cinquantaine de personnes à être passées, à avoir déjà été auditionnées. Les gardes à vue, on a arrêté de les compter. Et donc, il y a un procès très important qu'on appelle les 3 plus 4. Hein. C'est les 3 de Briançon, donc il y en a 4 autres, dont 2 responsables de tous migrants. Donc, de certaine manière, c'est pas mal parce que ça permet de mobiliser encore plus de monde. Puisque dans les 3, il y avait 2 Italiens et un Suisse. Voilà, donc ça c'est pas mal parce que ça permet de sensibiliser un maximum de monde sur la répression contre les bénévoles. Mais le plus important, c'est le durcissement à l'égard des exilés, avec aujourd'hui il y a de la violence policière tous les jours. Donc ça c'était quelque chose qui était, alors que c'était exceptionnel, même si ça repose sur une minorité de policiers ou de gendarmes. Et ça concerne y compris des policiers qui sont, des gendarmes, enfin surtout des policiers qui vivent à côté, sont nos voisins. Hein. Donc voilà, on peut se poser des questions par rapport à qu'est-ce qui libère cette violence. Bon, voilà, on a quelques hypothèses. Et on peut faire le lien avec la présence de générations identitaires depuis le 22 avril de l'année dernière, de cette année. Voilà. Quand l'État, d'une certaine manière, manifeste institutionnellement de la violence et du racisme, et bien ça encourage la violence et le racisme. Et justement, les premiers, ceux qui lui sont le plus confrontés à cette violence et à ce racisme institutionnel, ce sont les jeunes, les mineurs, qui représentent une part importante. Pendant un moment, c'était l'année dernière, en 2017, c'était même la majorité des gens qui passaient. Aujourd'hui, c'est plus tout à fait le cas, mais il reste quand même un nombre très important. Et donc, et on voit là aussi le durcissement de la politique du département, puisque la déminorisation concernait, bon, on expliquera ce que ça veut dire, en tout cas des jeunes dont la minorité n'est pas reconnue, ça concernait 60% des jeunes en 2017, actuellement ça concerne 85% des gens. Donc c'est une manière de se débarrasser des mineurs, et ça c'est une forme de violence. Et il y a plein d'exemples, ça prendrait beaucoup trop de temps, mais il y a la première chose auquel les gens sont confrontés quand ils arrivent sur le sol français, alors qu'ils pensaient être enfin en terrain ami, c'est justement tous ces actes qui leur manifestent qu'on ne veut pas d'eux. Voilà. Ça, c'est une violence institutionnelle, c'est du racisme institutionnel. Et il y a plein d'exemples, par exemple, quand le procureur se permet dans une interview à la Croix, vous pouvez vérifier, que les mineurs vous donnent trop de boulot par rapport à d'autres missions, eh ben moi j'appelle ça du racisme institutionnel. Et imaginez un chirurgien qui dirait que ah oui, ceux-là que j'étais obligé d'opérer, ils m'ont empêché d'opérer ceux-là. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, je ne sais pas. Il y a des gens qui méritent plus que d'autres qu'on s'occupe d'eux. Ça s'appelle du racisme institutionnel. Voilà. J'espère qu'il entendra. Bon. Donc voilà, pour le deuxième aspect, ce qui caractérise, c'est cette confrontation de notre territoire. Alors, les choses, c'est violent pour nous aussi, à cette confrontation avec un pays, c'est le nôtre, qui manifeste, qui veut pas
de gens qui arrivent dans un état pour nous qui sommes témoins directs, dans un état de faiblesse, de vulnérabilité extrême. Pour nous, la plupart des exilés, ce sont des rescapés. Hein. Leurs récits, ils utilisent parfois les mêmes phrases qu'on trouve dans les témoignages des rescapés. Donc, des rescapés des camps nazis. Voilà. Alors, sur le troisième point, sur les perspectives, en fait, on pourrait présenter ça sous forme de défi, mais qui, dans le concret, se présente souvent sous forme de dilemme pour nous, dans la mesure où on doit articuler plusieurs dimensions de l'action. Je rentrerai dans les détails plus tard, mais vous allez comprendre. Le premier dilemme, il est entre l'urgence et l'action politique. L'urgence humanitaire, comme on dit souvent, voilà. Et puis comment des actions qui permettent de faire, parce que l'urgence humanitaire, c'est le tonneau on a l'impression que c'est sans fin, et on sent bien qu'il faut qu'on fasse pas seulement ça, mais comment conserver, comment préserver de la disponibilité de l'énergie pour une action politique qui permette de faire changer les choses. Ensuite, il y a le dilemme, l'articulation entre l'individuel et le collectif. Aujourd'hui, pour bien faire, il faudrait pouvoir mettre à disposition de chaque personne exilée qui s'apprête à franchir la frontière italienne, la française, un avocat. Donc je vous ai dit, plus de 5000 personnes passées depuis un an. Là, on a un défi considérable. Et en plus, cette personne va avoir besoin d'un avocat à chaque pas qu'elle va faire. Hein. C'est-à-dire pas seulement une fois. Parce que les obstacles sont sans arrêt, multiples, et graves, très graves. Et on a en même temps, le souci, pareil, par rapport à cette ambition politique, il y a des combats qui sont dont on perçoit bien qu'en les portant sur le terrain judiciaire, on pourra en reparler avec Maëva, donc c'est directement l'État, la responsabilité de l'État et de ses auxiliaires qu'on va pouvoir mettre en cause. Alors on s'y attelle, et voilà. Mais comment on articule ces deux dimensions, puisque l'un, ça concerne des milliers de cas, et l'autre, c'est un travail colossal sur lequel on reviendra, ne serait-ce que du fait de la législation, de l'état du droit en France, c'est extraordinairement difficile de porter plainte, puisque la plupart en tout cas pour une association, puisqu'on ne peut pas porter plainte à la place d'eux, ou au nom d'eux. Hein, ça, c'est très compliqué. Et les victimes, pour porter plainte, il faut déjà qu'elles soient vivantes, par exemple, ou alors il faut qu'elles soient suffisamment protégées pour pouvoir porter plainte contre l'État, et c'est vraiment pas simple du tout. On en reparlera. L'autre défi, dilemme, c'est l'articulation du local et du global. Hein, on sait bien que c'est pour ça qu'on est là, que le problème ne se limite pas au Briançonnais. On a même eu la chance d'être concerné ailleurs, ce qui permet de bénéficier de l'expérience des autres, notamment de nos amis La Roya. Et donc, un des enjeux, c'est comment on travaille ensemble. Et pour conclure, si on se projette en avant, donc je disais que c'est un territoire qui se mobilise, pour nous, il faut qu'on continue sur cette mobilisation du territoire, parce que chaque fois qu'on franchit une étape, ne serait-ce que par le nombre de personnes qui arrivent, ou par l'ampleur de la répression policière, ou par les subtilités justement juridiques des formes d'intimidation des citoyens, ou par justement une frange de la population qui se sent pousser des ailes pour déverser sa haine. Donc face à ça, comment on continue de tenir tout un territoire dans toutes ses composantes, parce que pour nous, en tout cas c'est une des missions de Tous Migrants, c'est vraiment de mobiliser un territoire dans toute... voilà.